Bonjour à tous, je m'appelle Romain, je suis ostéopathe, enseignant et coach certifié, et aujourd'hui on va répondre à une des interrogations les plus répandues chez mes patients, et elle concerne le crack. Qu'est-ce qui se passe réellement quand on fait craquer une articulation, et surtout, est-ce que c'est dangereux ? Quand mes patients me posent la question, j'aime leur demander ce que eux en pensent. Et j'ai eu des réponses incroyables, du frottement articulaire à la fracture, tout y est passé. Toutes ces réponses peuvent faire penser que la manipulation peut mener à quelque chose de grave. Il est pourtant très rare que les manipulations créent des problèmes lorsqu'elles sont réalisées dans les règles de l'art par un professionnel formé pour ça. On a mis un temps fou à trouver ce qui se passait à l'intérieur des articulations, pas mal de thérapeutes avaient des idées, mais on n'avait rien de prouvé. C'est en 2015, à Albuquerque, que des chercheurs ont mis en place un protocole qui nous a permis de voir pour la première fois ce qui se passait à l'intérieur d'une articulation quand on la fait craquer. Et c'est assez étonnant à voir, au moment où on fait craquer le doigt, il y a une bulle de gaz qui apparaît à l'intérieur du liquide synovial de l'articulation. Ça fait un peu peur à voir comme ça parce que c'est une tache noire qui apparaît sur l'IRM, mais en fait, c'est juste une bulle de gaz composée de dioxyde de carbone, de dioxygène et d'azote qui était déjà disséminée un petit peu partout dans le liquide synovial. Lorsqu'on fait la manipulation pour faire craquer l'articulation, on va écarter deux os les uns par rapport aux autres, ça va créer de la place et pour combler cette place, une bulle de gaz se crée. C'est le phénomène de cavitation. Ce phénomène est connu et décrit depuis longtemps, c'est par exemple ce qu'il se passe dans les hélices des bateaux, et c'est la raison pour laquelle un bateau qui avance fait des bulles sous l'eau. Je vous invite à aller regarder la vidéo de Experiment Boy qui explique ça très bien. Je vous mets le lien dans la description. Ce qui est intéressant dans cette étude, c'est que les chercheurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont cherché à savoir ce qui se passait après le craquement. Ce qu'il se passe, c'est qu'après 20 minutes, on ne voit plus la bulle de gaz à l'IRM. Les petits éléments qui constituaient cette bulle se sont de nouveau répartis dans l'articulation. Ces 20 minutes constituent ce qu'on appelle la période réfractaire. Cette période réfractaire nous donne l'explication de ce que les gens peuvent ressentir après une consultation, cette légèreté, cette sensation d'être plus grand, mais ça explique également pourquoi on ne peut pas refaire une manipulation tout de suite après. Lorsque nous avons manipulé, nous avons créé une bulle de gaz, on ne peut pas recréer de deuxième bulle à l'intérieur de l'articulation, il faut donc attendre la fin de la période réfractaire pour pouvoir remanipuler notre patient. Petit aparté sur le bruit. Il arrive parfois que mes patients m'expliquent qu'ils ont une sensation de craquement lorsqu'ils allongent la jambe quand ils sont allongés sur le dos, soit quand ils sont dans leur lit ou quand ils sont en train de faire du sport. Dans la majeure partie des cas, ce n'est absolument pas grave et ce n'est pas du tout un craquement, c'est un bruit de ressaut qui se passe au niveau de l'os du fémur avec un muscle qu'on appelle le psoas. Je vous ferai une vidéo plus tard sur le psoas, sinon celle-ci ne va jamais se finir. Il est difficile de faire la différence entre les deux, notamment au niveau de la sensation, mais très souvent une articulation qui craque fait un bruit plutôt aigu, alors qu'une hanche qui craque à cause d'un ressaut du psoas fait plutôt un bruit grave. Tous les craqueurs compulsifs ont déjà eu des remarques de la part, notamment de leur maman, qui leur disait « Si tu continues de faire craquer comme ça, tu vas avoir de l'arthrose ou tu vas déformer tes articulations. » Vous pouvez faire un petit test. Si vous croisez des personnes âgées qui ont les doigts déformés, vous pouvez leur demander s'ils faisaient craquer leurs doigts quand ils étaient plus jeunes. La plupart du temps, ils vont vous répondre non. Et pour vraiment répondre à cette question, nous avons Donald Unger. Donald Unger est un allergologue américain qui en avait marre d'entendre sa mère, puis sa femme, puis sa belle-mère lui dire que s'il continue à faire craquer ses doigts, il allait avoir de l'arthrite. Alors il a mis en place une expérience qui a duré 50 ans. Pendant 50 ans, il a fait craquer 3 fois par jour les doigts de sa main gauche et pas ceux de sa main droite. Non-stop pendant 50 ans. Et au bout de 50 ans, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une radio de ses deux mains. Et il s'avère qu'il n'y avait aucune différence entre les radios de ses deux mains. Il a reçu pour ça en 2009 un IG Nobel, qui est le prix Nobel de la science improbable. Plus précisément, en 2011, une étude a été faite sur plus de 200 personnes et ils en sont arrivés à la même conclusion. Alors pourquoi on fait craquer ? On ne fait pas craquer juste pour faire du bruit, ce serait beaucoup trop facile. Le but est de rendre de la mobilité à une articulation. En ostéopathie, lorsque nous faisons un bilan, nous chassons les pertes de mobilité. Une fois qu'on a fait un bilan de toutes ces pertes de mobilité, on les organise pour pouvoir traiter notre patient. À ce moment-là, on va avoir différents choix de traitement qu'on va choisir en fonction de notre pratique, de la façon dont on se sent et surtout du patient
qu'on a sur la table. Lorsqu'on fait craquer une articulation, on ne le fait pas pour entendre le bruit bien évidemment, on le fait pour travailler sur tout ce qui se trouve autour de l'articulation. Les ligaments, les nerfs, les petits muscles qui sont tout autour des articulations. En faisant cette manipulation, on va leur permettre de se détendre ou de s'étirer. Une fois qu'on a réalisé cette manipulation, on va tester pour vérifier qu'on a récupéré de la mobilité. Il arrive parfois que malgré le fait qu'il y ait eu un crack, la mobilité ne soit pas récupérée, et parfois, il n'y a pas eu de crack, et pourtant on a récupéré la mobilité. En fait, le bruit en lui-même ne veut pas dire que la manipulation a été efficace, c'est le fait de retester derrière la manipulation qui va nous permettre de dire si oui ou non notre objectif est atteint. En ostéopathie, on va chercher à récupérer la mobilité des articulations pour éviter les douleurs actuelles, mais on va également faire ce qu'on appelle de la prophylaxie. Le but est d'éviter que les blocages ne se produisent à nouveau. C'est pour ça qu'un ostéopathe va parfois faire des choses assez incroyables qui consistent à aller travailler sur une zone très distante du blocage. La plupart du temps, lorsque une zone est douloureuse, ce n'est pas forcément parce que elle est en perte de mobilité. C'est la plupart du temps parce qu'elle est en train de compenser une perte de mobilité qui se trouve ailleurs. L'ostéopathe, son travail, c'est de faire en sorte que vous n'ayez plus mal en sortant de la consultation ou dans les jours qui suivent, mais son travail, c'est surtout de faire en sorte que vous n'ayez plus mal et que la douleur ne revienne pas. C'est pour ça qu'on va travailler à distance, soit lors de cette consultation-là, soit lors d'une consultation un peu plus tard, pour pouvoir libérer la cause de la perte de mobilité. Lorsqu'on va faire craquer une articulation qui se trouve dans la zone de la douleur, ça va libérer le patient, mais ce ne sera qu'une partie du traitement. La cause devra forcément être trouvée et traitée. Finissons par une petite mise en garde sur l'auto-cracking, l'auto-craquage, peu importe comment vous appelez ça. On va parler de ça maintenant. Lorsque vous manipulez une articulation sur votre propre corps, vous allez utiliser des muscles qui vont se contracter pour créer le mouvement. La plupart du temps, lorsqu'un ostéopathe va manipuler un patient, il va lui demander justement de se détendre pour pouvoir le manipuler, tout simplement parce que les articulations seront dans les meilleures conditions pour pouvoir être manipulées. Lorsqu'on se fait craquer soi-même, les muscles que l'on va mettre en tension pour pouvoir faire le geste vont altérer la qualité de la technique. C'est pour ça que même nous, en tant qu'ostéopathes, il nous arrive de nous faire craquer un peu, mais on sait très bien que ça ne sert pas à grand-chose. L'intérêt d'être manipulé par un professionnel ayant été formé aux techniques structurelles, c'est qu'il va prendre soin de ne pas aller taquiner ni des nerfs, ni des vaisseaux qui passent proches de vos articulations. Il arrive que certaines personnes, par exemple, se fassent craquer les cervicales en tournant la tête. Très mauvaise idée. Dans les cervicales, on a des nerfs, on a des artères qui passent et surtout, ce sont des vertèbres qui sont très mobiles les unes par rapport aux autres. La rotation est quelque chose d'assez mauvais et il arrive même que certaines personnes, lorsqu'elles se font craquer, trouvent ça drôle d'avoir des petits fourmillements dans les doigts après. C'est extrêmement mauvais. Je ne vais pas vous dire d'arrêter de faire craquer vos cervicales puisque je le fais moi-même, mais il existe une façon de le faire plutôt sécurisante qui ne risque pas d'aller dans les mauvais paramètres, qui consiste juste à le faire en inclinant la tête sur le côté. La cause du problème n'aura pas été traitée. On ne fera juste que repousser un petit peu le problème d'une vingtaine de minutes. Voilà pour cette vidéo, merci d'être allé jusqu'au bout. J'espère vous avoir un peu éclairé sur ce qu'est le crack articulaire. Vous comprenez maintenant son fonctionnement et j'espère que vous avez moins peur. N'hésitez pas à partager cette vidéo, vous pouvez même la partager en story, en taguant des gens qui se font craquer ou bien des gens qui ont peur du crack. La rubrique commentaires est ouverte pour y laisser vos expériences sur les manipulations, que ce soit du côté des patients ou du côté des thérapeutes. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, et vous pouvez aller sur mon tout nouveau site et vous inscrire à la newsletter que je lancerai très prochainement. Et comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se voit à la prochaine vidéo, d'ici là, prenez soin de vous.